je demande qu'est-ce qui paraît être le plus difficile à vivre dans ma situation. À cette question, on me répond invariablement dépendre des autres. Mais qui ne dépend pas des autres, même si dans le handicap, cette nécessité du tiers apparaît bien plus évidente. Pour venir ici, en l'occurrence, vous dépendez du métro, de son conducteur, de l'affluence des autres passagers, pour ne citer que quelques exemples. Quant à moi, avant de venir vers vous, c'est une véritable armada qu'il me faut déployer et mettre en place bien avant ma venue. Il faut que je dicte mes mots de ce matin à mon auxiliaire dactylo, car je ne tape plus moi-même. Il faut que j'aille au-delà de mes difficultés d'élocution pour commencer mon intervention. Il faut que je demande à l'une de mes auxiliaires de venir pour m'aider et pour vous lire la suite de mon texte. C'est fou, comme la variation d'une seule lettre dans l'ADN suffit à bouleverser puis à infléchir à ce point le cours de bien des existences. J'ai marché, j'ai fait du vélo, je jouais du piano. Bref, les mêmes activités que tous les enfants. Et puis mon corps a commencé à oublier ses mouvements. La maladie neurodégénérative qui m'invalide progressivement depuis l'âge de 10 ans ne cesse d'éclairer mon parcours de philosophie. Je dédie une grande partie de mon travail au thème du handicap et à la part d'être humain qu'il convoque chez tous ceux qui y sont confrontés, plus ou moins directement. Mais aujourd'hui, je ferai plutôt appel à ma modeste expérience de personne dépendante au niveau moteur. Elle me paraît bien plus parlante dans son éclairage partial qu'un bagage académique, et peut-être en dira-t-elle au moins autant qu'une conférence de philosophie en bonne et due forme. Je ne suis donc pas née avec l'évidence qu'une aide à ma portée me serait nécessaire, même si, au fil du temps, mes dépendances n'ont cessé de s'accroître sur des plans aussi variés que tragiques, tels ceux de la déambulation, de la précision du geste et de la communication, par exemple. Des aides de toutes sortes se sont donc multipliées avec le temps. Il y a d'abord eu l'aide de ma famille, puis celle de mes camarades de classe, de mes amis. Plus récemment, c'est une aide plus médicale et plus professionnelle qui est venue à moi. Quand vous dépendez à ce point des gestes, de la bienveillance et de la compétence de l'autre, vous ne pouvez pas vous endormir dans l'insouciance. J'ai grandi dans l'adoption inconsciente de ce paradigme collectif où l'aide dont on a besoin, c'est une sorte de crédit qu'on demande à l'autre de nous accorder, comme ça, gratuitement. Dans ce paradigme, l'aidé est l'éternel débiteur de l'aidant. Il dépouille ce dernier d'un temps et d'une énergie que l'aidant aurait pu mettre à son propre service, sans être capable de rien lui donner en retour. Je réfléchissais mal. Cela, je l'apprends au fil des expériences de la vie. L'aide qu'on me donne, et si c'est à moi de la rendre plus légère, de renverser nos gravités les plus ancrées, à moi de ne plus me concentrer sur la signification que déploie ma dépendance, à savoir que je ne peux plus faire toute seule. Il faut au contraire cultiver l'art de la rencontre, et ce peut-être d'autant plus dans les moments les plus ombrageux de mon parcours de patiente. Et à l'autre, de me redonner une égale dignité en reconnaissant toute ma capacité à lui apporter ce qu'il ignore encore. Est-il alors encore de saison de me percevoir comme toujours en plus, comme toujours tacitement coupable d'avoir besoin, de demander? La reconnaissance de cette responsabilité de l'autre m'affranchit d'un rôle passif. J'ai à répondre présente dans ces relations dont je suis l'objet, ne serait-ce qu'en guidant la personne qui m'épaule dans la façon dont elle peut m'aider. Une fois que vous comprenez cela, l'aide vient à vous avec tellement plus de grâce, tellement plus de dignité et de fluidité. Cette rencontre avec l'autre qui m'aide, c'est alors un peu comme une fête, toujours renouvelée. Certes, nous sommes différents, mais c'est justement cet écart qui nous réunit, car j'ai besoin de l'aide que toi, l'aidant, tu peux m'apporter. Et si tu regardes bien, du fait de ton simple mouvement vers moi, tu t'apercevras que je peux t'apporter. Sur d'autres plans, certes, mais je peux t'apporter aussi. Si j'ai dit merci, comme un aveu de ma position de redevable, aujourd'hui je choisis, quand je peux, de dire merci pour affirmer ma joie dans notre rencontre.
Tu as été là pour m'aider à franchir ce pas que la vie ne me donnait pas les moyens de réaliser toute seule. J'ai alors le choix d'en être heureuse ou pas, et je le suis. Une seule condition, que l'autre qui m'aide ne me ravale pas un destin passif qui me retirerait d'emblée ma co-responsabilité dans notre relation. Il y a certes un art de donner, tout comme il y a un art de recevoir, mais au-delà, il y a un art de rencontrer l'autre. Dans nos vies de personnes en situation de handicap, cette rencontre passe avant tout par un déséquilibre premier entre nous et la tierce personne qui nous aide. Il ne rend, somme toute, que plus visibles ces dépendances qui nous lient tous au monde. Et dans ces liaisons, personne n'échappe à l'éventualité permanente du chamboulement de nos propres équilibres par le monde extérieur. Et donc se risquer à aller vers la singularité de l'autre, n'est-ce pas se donner la chance de vivre toute l'amplitude de cette expérience partagée? Merci. Je vous remercie.